Je m'appelle Sophie Craet, je suis la cofondatrice de Singulière, donc un magasin inclusif au centre de Liège, avec ma collaboratrice Margot Blanchard. Margot et moi, on a des parcours assez différents, donc j'ai une formation en sciences politiques et en droit, et Margot a un parcours plutôt artistique. Donc concrètement, on avait quand même des notions au niveau de la création de l'entreprise, au niveau de statut juridique qu'on va mettre en place, et au niveau de la procédure à faire et à adapter pour la création d'une entreprise. Par contre, ce qu'on ne savait pas trop, c'était le temps que ça allait prendre. On pensait que ça allait aller très rapidement, mais il faut parfois s'adapter aux personnes avec qui on travaille. Donc ça va être le notaire, ça va être le comptable, ça va être même parfois nous-mêmes au niveau de la création des documents, le plan financier et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que nous, on a appris sur le tas. On n'en est pas morte, on est toujours là, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout dans la création d'une entreprise. Je pense important de préciser qu'aujourd'hui je vais vous parler des personnes morales. Dans le monde de plus en plus complexe dans lequel nous vivons, je constate qu'il devient de plus en plus rare de ne pas passer par la création d'une société, d'une ASBL ou d'une fondation quand il s'agit de développer un projet entrepreneurial. Et même quand on est seul, je rencontre fréquemment des entrepreneurs qui créent leur propre société unipersonnelle. Et donc je vais me concentrer dans mes explications sur les aspects de création d'une société ou d'une ASBL. Donc là, le principal quand on crée une nouvelle personne, c'est un petit peu comme quand on fait des enfants. Ça ne se fait pas tout seul, ça prend du temps et ça nécessite un petit peu de réflexion si on veut bien faire les choses. D'une part, il faut réfléchir à son projet, puis il faut le traduire financièrement dans un plan financier. D'autre part, comme je l'ai dit souvent, nous sommes plusieurs, et même quand on est seul, la loi et le code des sociétés et des associations nous obligent à rédiger ce qu'on appelle des statuts, qui est en fait les règles du jeu qui font fonctionner l'entreprise sous forme de société ou d'ASBL. Alors c'est important ces documents, ces statuts, parce que ce sont les actes de naissance de l'entreprise, et comme j'y reviendrai plus tard, la création d'une entreprise, c'est la création d'une nouvelle personne qui implique un certain nombre de droits, d'obligations, de challenges et d'actions à entreprendre dans le chef de l'entrepreneur ou des entrepreneurs. Votre entreprise, devenue une société ou une association, est donc une personne morale. Une personne morale, c'est un être abstrait, un être fictif. Mais pour autant, je viens de vous dire que la personne morale existe. Comment existe-t-elle dans la vraie vie? C'est au travers de vos actions, vous en tant qu'être humain, qui agissez pour le compte de la société. Alors, selon que vous êtes une société ou une ASBL, selon que vous êtes petit ou grand, selon que vous êtes sous forme de société anonyme, de société à responsabilité, la manière dont vous allez agir pour le compte de la société et lui donner vie va être légèrement différente. Je vais commencer par les points communs. Une association ou une société s'exprime de manière annuelle au travers d'un organe qu'on appelle l'Assemblée générale. L'Assemblée générale regroupe tous les membres ou tous les actionnaires de l'entreprise et ont pour vocation de définir l'objet social, mais aussi annuellement d'approuver les comptes annuels et de désigner qui sera membre du conseil d'administration, qui est l'organe suivant, et sans transition. Ce second organe, qui est le conseil d'administration, va être parfois composé de plusieurs personnes, auquel cas ils doivent agir collégialement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre de décision individuellement, c'est l'ensemble des administrateurs qui ensemble prennent des décisions d'aller dans une direction ou dans une autre, alors que le conseil d'administration, ou à ce moment-là l'organe d'administration, peut également, dans certains cas, être composé d'une seule personne, c'est-à-dire un administrateur unique. Avant on parlait de gérant, maintenant on ne parle plus que d'administrateur, et cet administrateur unique, lui, a les pleins pouvoirs et peut évidemment décider seul, puisqu'il n'a pas d'autres collègues avec qui débattre des décisions à prendre. Donc, vous êtes aujourd'hui administrateur de la société qui développe votre entreprise. Cette qualité d'administrateur est une qualité qui va de pair avec des responsabilités importantes. C'est vous qui agissez pour le compte de l'entreprise et donc vous êtes susceptible de faire des fautes. Votre responsabilité en tant qu'administrateur pourrait être engagée parce que vous êtes responsable des actes que vous posez et les actes que vous posez doivent être faits dans le respect de la loi et
dans le respect de la personne morale, c'est-à-dire que vous le faites pour son bien, pour son développement. Le fait d'être administrateur est une vraie responsabilité juridique. C'est-à-dire que les administrateurs sont répertoriés dans le registre UBO dont vous avez entendu parler et qui reprend tous les éléments qui sont clés dans l'entreprise. Ça veut dire aussi que les administrateurs engagent leurs responsabilités. Ça veut dire aussi que nous conseillons, je conseille toujours, de prendre une assurance en responsabilité civile pour garantir une erreur qui pourrait se produire. Une autre façon de le faire, c'est l'entreprise qui peut prendre cette assurance également. Avant d'avoir été administrateur, vous allez souvent être fondateur de l'entreprise, ce qui va vous donner une qualité d'actionnaire ou de membre de la SBL, mais cette qualité de membre fondateur d'une entreprise en personne morale vous impose également une responsabilité qui est de dire « je ne vais pas créer cet être moral à la légère, je vais tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant d'avancer et si les prévisions financières et le projet que je déploie n'a pas été pensé de manière responsable, prudente et raisonnable, notamment et principalement sur ces aspects financiers, vous pourriez être responsable de défauts de prévoyance. Et si la société devait tomber en faillite dans les 3 ans de sa création, votre responsabilité pourrait être engagée parce que vous avez mal prévu ou que vous avez prévu de manière déraisonnable les modalités financières et le financement de vos activités. Vous, en tant que fondateur, c'est la responsabilité que vous avez vis-à-vis du tribunal, vis-à-vis de la loi. Il est clair que précédemment, on définissait un capital minimum. Aujourd'hui, on l'a remplacé par ce qu'on appelle les fonds propres nécessaires. Et c'est là que tout se joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si dans les 3 premières années, il vous arrivait effectivement de devoir soit déposer, je dirais, une faillite, soit être en faillite, eh bien, votre responsabilité est engagée et dans chacun des cas, le curateur va venir vérifier effectivement si vous avez mis à la disposition de l'entreprise les fonds nécessaires. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas fait, il va intervenir et va aller devant le tribunal pour vous demander ce qu'on appelle le comblement de passif, c'est-à-dire de mettre après coup l'argent qui était nécessaire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et comme notre monde est complexe, comme les projets sont de plus en plus ambitieux, nécessitent des sources de financement souvent plus importantes que par le passé, l'attention que vous allez porter à votre plan financier est le meilleur gage de sécurité pour votre responsabilité de fondateur. En pratique, si votre plan financier est fait avec conscience, cœur et précision, la responsabilité des fondateurs n'est pas un risque pour vous. L'obligation que le Code des sociétés et des associations impose aux entreprises sous forme de personnes morales, c'est de traduire dans des documents tous ces actes. Et ces actes, comme par définition cette personne morale est fictive, elle n'agit que par l'intermédiaire des personnes qui la composent, et donc un acte très important de la société, c'est le procès-verbal de ces organes. Ces organes que sont le conseil d'administration, l'assemblée générale. Ces différents organes, que soit l'assemblée générale, le conseil d'administration, voire l'administrateur délégué, ils vont agir pour le compte de l'entreprise. Et c'est là qu'il faut être assez vigilant, ou très vigilant, parce que il ne faut pas confondre une action que je prendrai moi à titre personnel pour mon compte propre en tant qu'individu, ou une action que moi je vais prendre en qualité d'administrateur qui représente la personne morale. Afin de bien distinguer la qualité avec laquelle je prends une décision ou je pose un acte, il est important, dans le cadre de la gestion de son entreprise, société ou association, de se garantir des documents écrits, de disposer de documents écrits qui prouvent que j'ai bel et bien pris cette décision au nom de l'entreprise, puisque c'est la seule manière pour démontrer aux yeux des tiers son existence et la distinction entre l'entreprise et moi en tant qu'individu. Et donc, parmi les contraintes, les obligations qu'une entreprise va avoir lorsqu'elle agit sous forme de personne morale, c'est qu'elle doit documenter, écrire ses décisions, et souvent on parle dans le jargon de
PV d'AG, PV de CA, c'est-à-dire les procès-verbaux des réunions de ces différents organes qui expriment les décisions prises. Alors, dans le cadre de votre activité entrepreneuriale, vous allez vous dire, ce n'est pas ma priorité d'écrire que j'ai pris la décision d'engager un nouveau collaborateur, de décider d'emménager dans des nouveaux locaux ou de lancer une campagne marketing. Et pourtant, je vous conseille de, dès que possible, introduire cette notion d'écrit dans votre organisation parce que ces écrits vont d'une part prouver que vous faites votre travail correctement, mais vont aussi être un élément de structuration de votre organisation. Ça va vous forcer à prendre du recul, à ne pas décider dans l'instant, dans l'énergie du moment, mais de vous poser pour objectiver un certain nombre de décisions et prendre la peine de les écrire, ce qui permettra non seulement de pérenniser votre organisation, mais aura aussi pour effet vertueux de créer de la transparence et de la communication avec vos autres co-administrateurs si vous êtes plusieurs, mais aussi avec les autres parties prenantes, que sont d'abord les actionnaires ou les membres, mais également peut-être le personnel, les fournisseurs ou d'autres personnes qui sont impactées, qui sont concernées par la vie de votre entreprise. Et bien entendu, il faut tenir une comptabilité très complète. Il y a des échéances pour la TVA, pour payer l'ONSS, etc. Mais il y a aussi toute la réglementation propre au secteur. Typiquement, je viens du secteur alimentaire, les normes AFSCA, ce n'est pas quelque chose avec lesquelles on peut rigoler. Et en même temps, il y a une logique derrière, puisque la base, c'est d'assurer la sécurité du consommateur. Donc les normes AFSCA ne sont pas idiotes ni embêtantes. Elles sont parfois un peu compliquées à maîtriser, mais c'est beaucoup de bon sens derrière. Et il est très important de pouvoir les mettre en place avec quelqu'un qui s'y connaît. En ce qui concerne le dépôt des comptes, j'insiste beaucoup sur un élément très important. Souvent, c'est le comptable ou la fiduciaire qui les dépose. Vous devez toujours vérifier le dépôt de ces comptes parce que c'est une obligation dont vous êtes responsable. Le comptable, lui, assure simplement une responsabilité technique. Vous, vous assurez une responsabilité juridique. Et c'est ça qui est important. C'est la raison pour laquelle aussi, et on y reviendra dans une autre vidéo, c'est que vous devez consacrer du temps à la gestion de votre entreprise. Au tribunal, par exemple, nous vérifions toujours que les comptes ont bien été déposés et que les assemblées générales se sont déroulées telles que le prescrit la loi. Et votre rôle est important à ce niveau-là, ne l'oubliez pas. On est souvent pris par la partie opérationnelle de l'entreprise et cette partie un peu difficile, un peu plus chiante, je le dirais, bien finalement on le laisse à quelqu'un d'autre. C'est une erreur, hein. Il faut véritablement le prendre en charge ou la prendre en charge. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez créé votre entreprise, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, vous avez fait votre business plan, vous l'avez déposé chez le notaire, vous créez la société, vous avez ouvert un compte en banque, tout ça sont les éléments classiques. N'oubliez quand même pas qu'à partir du moment où vous avez créé cette société, vous avez un certain nombre d'obligations qui sont mensuelles, trimestrielles, annuelles, auxquelles vous allez devoir faire face. Et élément très important, personne ne va vous le rappeler, sauf peut-être votre comptable, s'il est particulièrement performant. Ça veut dire que vous devez mettre un échéancier pour vous, pour effectivement pouvoir accomplir ces différentes obligations. Sans quoi, vous pourrez demain vous retrouver en difficulté, ce qui n'est évidemment pas ce que l'on souhaite. Bien choisir son comptable, et choisir un comptable malin, pas seulement un comptable de base, est essentiel et peut faire toute la différence. En même temps, il y a des échéances qu'il est bon d'encoder soi-même dans son agenda Outlook. Parce que, bon, le comptable, il va rappeler quelque chose, mais à un moment, on a autre chose à penser. Donc, n'hésitez pas à encoder dans votre agenda Outlook sur plusieurs années toutes les échéances où il y a quelque chose à payer qui, si ce n'est pas fait, déclenchera une amende. Alors, je sais que c'est pas drôle, hein. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on a la niaque et la passion. Mais je pense que caler dans l'agenda 3-4 heures fixes toutes les semaines, et surtout s'y tenir, bien sûr, pour satisfaire à toutes ces obligations légales et administratives, c'est essentiel. C'est essentiel pour pérenniser son entreprise.
Très concrètement, Margot et moi-même, nous avons choisi de fermer un jour dans la semaine le magasin pour plus de facilité. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est un jour où de toute façon il y a moins de passages en ville, mais surtout c'est un jour où le reste de nos partenaires, donc ça va être le comptable, de nouveau la caisse d'assurance sociale, où tous nos partenaires administratifs sont eux ouverts, là où nous, on ne sait pas du coup prendre rendez-vous avec eux le reste de la semaine. Et donc le lundi, c'est un peu le jour gestion de la semaine. On va trier les mails, on va envoyer les factures au comptable, on va remplir toutes nos obligations au final légales et administratives. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on met en place tous les lundis, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attentive. Quand on commence une aventure dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se dire qu'on sait tout ou en tout cas on veut tout faire toute seule. Sauf que parfois il y a des choses qui sortent de notre champ de compétences tout simplement et il ne faut vraiment pas hésiter à s'entourer de personnes qui ont ces compétences et qui ont la capacité de nous aider de façon beaucoup plus concrète que nous avec nos idées. Donc ça va être par exemple de contacter un ou une avocate pour permettre d'appuyer certains points au niveau par exemple de la gestion du bail, de location de la surface. Ça va être même certains. On veut engager des étudiants ou des stagiaires, ça va être s'assurer que les contrats sont tout à fait convenables. Et donc, c'est vraiment ne jamais hésiter à contacter des professionnels, ça c'est super important. Il est évident qu'on ne peut pas tout connaître dans la gestion, même si nul n'est censé ignorer la loi, on ne peut pas connaître la loi belge dans tous les domaines. Donc c'est important de bien s'entourer. Maintenant, s'entourer, ça peut être un expert qui coûte cher, mais ça peut être aussi un réseau d'amis professionnels, très important. Les réseaux, on le sait, ça peut être une personne clé, par exemple, au sein du secrétariat social, mais ça peut surtout être le recours à des formations. Chaque année, personnellement, je suivais plusieurs formations pour me mettre à jour dans différents domaines très variés, parce que tout évolue, et c'est très important, pour pouvoir parler à un expert, de savoir quand même un peu de quoi on parle. Au début, il y avait vraiment que Margot et moi, et on était même un petit peu trop bornés à ce niveau-là. On souhaitait vraiment garder la gestion complète de l'entreprise, parce qu'on avait un peu peur de déléguer, on n'avait pas trop envie. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était essentiel d'avoir des personnes avec qui on pouvait communiquer régulièrement et surtout déléguer certaines tâches. Ça va être par exemple notre comptable qui gère tant les aspects directement comptable de l'entreprise, mais également tout ce qui va être fiche d'impôt de nos vies personnelles. Donc ça, c'est vraiment super méga important d'avoir et d'entretenir une bonne relation avec lui. Et on a également gardé un très grand contact et une très belle amitié avec notre coach du Venture Lab, qui est Charles Piette, mais qui était notre coach, qui au final est devenu presque un conseiller dans la gestion d'entreprise. Dès qu'on a un souci ou qu'on a une question, parce que on apprend chaque jour en tant que jeune entrepreneur la gestion d'entreprise, on n'hésite pas à l'appeler régulièrement en disant voilà, il y a ça qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça nous permet vraiment au final de faire fonctionner l'intelligence collective et mettre en place des solutions là où on pourrait voir une montagne de problèmes. Et donc ça, c'est vraiment l'équipe centrale de Singulière, c'est notre comptable, notre conseiller qui est en l'occurrence notre ancien coach de Venture Lab, et puis Margot et moi-même. Autant je suis persuadée que c'est la niaque et la passion qui fait avancer l'entreprise, les collaborateurs, l'envie d'y aller, que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'être une locomotive qui tire un tas de gens derrière lui ou elle. Autant je pense que c'est extrêmement important que tous les papiers soient en ordre, une comptabilité en ordre, des formalités en ordre, les actionnaires convoqués à temps pour qu'il n'y ait pas de discussion possible quelques années après. Toutes ces formalités peuvent sembler très lourdes quand on est un passionné, mais c'est ça qui donnera de la valeur à l'entreprise, qui évitera de perdre du temps dans des contrôles et qui permettra, le cas échéant, de la vendre à un meilleur prix. Un dernier conseil, très important aussi, n'oubliez pas que vous êtes responsable de la gestion de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que vous devez consacrer du temps à cette gestion. J'estime aujourd'hui que c'est entre une demi-journée à une journée par semaine que vous devez vraiment consacrer à la gestion de votre entreprise, à comprendre le bilan, le compte d'exploitation. N'hésitez pas à interroger votre comptable jusqu'au moment où il vous a fourni la réponse qui était nécessaire. Mais le plus important, ayez confiance en vous et mettez toute l'énergie qu'il faut pour développer votre entreprise.